Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Le monde d'Ettore Scola. La famille, la politique, l'histoire. Champ visuel. Collection dirigée par Pierre-Jean Bengozi, Raphaël Moine, Bruno Péquignot et Guillaume Soulez. Une collection d'ouvrages qui traitent de façon interdisciplinaire des images, peinture, photographie, BD, télévision, cinéma, acteurs, auteurs, marché, metteurs en scène, thèmes, techniques, public, etc. Cette collection est ouverte à toutes les démarches théoriques et méthodologiques appliquées aux questions spécifiques des usages esthétiques et sociaux des techniques de l'image fixe ou animée, sans craindre la confrontation des idées, mais aussi sans dogmatisme. Dernière parution. Angela Biancafiore, Pasolini, Devenir d'une création, 2012. Vincent Heristchi, La vidéo contre le cinéma. Neige électronique. Tome 1 2012. Vincent Heristchi, Entre vidéo et cinéma. Neige électronique. Tome 2 2012. Florent Barrère, Une espèce animale à l'épreuve de l'image. Essai sur le calmar géant, 2012. Marguerite Chabrol et Pierre-Olivier Toulza, sous la direction de Lola Montes, lecture croisée 2011. Élodie Perrault, Le cycle des telenovelas au Brésil. Production et participation du public, 2011. Isabelle Roblin, Harold Pinté adaptateur, La liberté artistique et ses limites, 2011. Florence Bernard de Courville, Le double cinématographique. Mimesis et cinéma, 2011. Vilasni Tampoehautun, Cinéma et conflits ethniques au Sri Lanka, vers un cinéma singalais indigène 1928 à nos jours, 2011. Vilasni Tampoehautun, Cinéma et colonialisme, la genèse du 7e art au Sri Lanka, 1869 à 1928, 2011. Joseph Bvelltante, Série et politique. Quand la fiction contribue à l'opinion, 2011. Susan Shams, Le cinéma d'Abbas Kiarostami. Un voyage vers l'Orient mystique, 2011. Louise Albert Serrut, Jean-Luc Godard, cinéaste acousticien. Des emplois et usages de la matière sonore dans ses œuvres cinématographiques, 2011. Sarah Leperchet, L'esthétique de la maladresse au cinéma, 2011. Marguerite Chabrol, Alain Klinberger, Le cercle rouge, lecture croisée 2011. Franck Lafont, Cauchemar italien. Le cinéma fantastique, volume 1, 2011. Franck Lafont, Cauchemar italien. Le cinéma horrifique, volume 2, 2011. Catherine Brunet. Le monde d'Ettore Scola. La famille, la politique, l'histoire. Copyright L'Harmattan 2012. 5 à 7 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 296 96 766 3. EAN 9 782 296 967 663. À la mémoire de Manu. À Samuel. Je tiens à remercier tout particulièrement pour leurs précieux conseils tout au long de ce travail, Hélène Puiseux, Jean Agili, Daniel Dubroux, Serge Leperron, Roberto et Elisabeth Grancy, Jean et Elisabeth Brunet, Sylvia Dintino, Isabelle Mitrovica, Josette Olive et Chiara Refinengo. Introduction. Les films d'Ettore Scola s'inscrivent dans leur grande majorité dans des espaces clos, volonté délibérée du cinéaste de cerner au plus près la vérité de ses personnages, leur désir ou leur désarroi, comme il le confie à Antonio Bertini, dans Ettore Scola, Il cinéma Io 1. À l'occasion de la sortie de La famille en 1987, le cinéaste explique « J'aime l'unité d'espace. Ça donne un cinéma intimiste, minimaliste comme on dirait aujourd'hui. Pas de distraction. On est sur les personnages, les visages, les mains, les petits gestes. J'aime être très près des acteurs.
Et j'ai toujours été attiré par les espaces réduits dans lesquels les personnages se confrontent, où on peut étudier les interrapports. On a l'impression qu'il ne se passe presque rien. C'est comme dans la vie d'eux. S'il y a donc choix stylistique, celui-ci est intrinsèquement lié au désir du cinéaste d'être le plus proche possible de ses personnages pour précisément en saisir le presque rien. Ces impalpables changements chez des individus qui, malgré un ancrage social et politique défini de façon très nette, ne se réduisent pas à des archétypes. Les propos que tient Michel Cerceau au sujet d'Adélaïde dans Drame de la jalousie 1970, selon lesquels, au carrefour de l'utopie et de la norme, c'est un véritable personnage. Personnage et non support d'une démonstration ou véhicule d'une satire 3, peuvent s'appliquer à la plupart des personnages du cinéaste, au sein d'une œuvre très variée constituée par 28 films de fiction, s'étalant de 1964 à 2003, dont 3 films collectifs, Thrilling, 1965, Mesdames, Messieurs, Bonsoir, 1976 et Les Nouveaux Monstres, 1977. Et face à un corpus aussi riche, il fallait trouver un angle d'investigation suffisamment large, tout en permettant de dégager une spécificité et de fait, une cohérence à ce cinéma scolien, à première vue si divers. Et même si certains films ont fait l'objet d'une étude plus approfondie, comme Une journée particulière 1977 ou Drame de la jalousie, je n'ai pas à proprement parler fait de sélection car il m'importait de faire surgir cette unité de l'ensemble de l'œuvre sur la durée. Il m'est apparu que nombre d'histoires des personnages scoliens s'inscrivaient à un moment où leur relation avec une collectivité donnée, plus ou moins institutionnalisée, que ce soit la famille surtout, mais aussi l'armée, l'Église ou même le Parti communiste, s'avérait particulièrement complexe ou douloureuse. J'emploie à dessein ce dernier mot, supposant une incarnation, une humanisation du personnage peut-être un peu caduque. Je ne suis pas sans savoir les théories qui depuis une trentaine d'années, surtout en littérature, se sont efforcées de montrer à quel point le personnage était artefact, projection tant de l'auteur que du spectateur. Et à ce propos Daniel Cerceau souligne avec justesse que si, le personnage cinématographique, succession de photographies sur une couche de celluloïd, ne pense nullement, le cinéma n'en requiert pas moins constamment la participation du spectateur afin d'établir une relation d'empathie critique avec celui-ci. 4. Il m'a néanmoins paru plus intéressant de rester dans une perspective plutôt classique de l'étude des personnages, surtout dans l'optique d'opposition entre ces derniers et le groupe qui constitue, me semble-t-il, un des fils directeurs les plus solides. J'insisterai en outre sur le fait que l'évolution temporelle de chacune de ces institutions constitue une composante essentielle du récit filmique. Ainsi se créent des situations d'intégration, de rejet, à des degrés divers, de collision aussi, ce qui peut avoir pour conséquence d'entraîner le personnage dans la confusion, l'écartèlement, situation qu'engendre, par exemple, une passion amoureuse allant à l'encontre des principes de l'engagement politique et moral de toute une vie. En témoigne en particulier La Terrasse, 1980. À propos de ce film, Pierre Marco de Santi et Rossano Vittori, dans I Film di Ettore Scola 5, mettent l'accent sur cette très étroite imbrication du public et du privé, ce qui constitue un thème essentiel dans l'œuvre du cinéaste. Ainsi l'étude du groupe familial m'a-t-il semblé exiger une attention toute particulière et nécessiter 2 parties, la première étant consacrée à l'étude du mariage et plus largement du couple, la seconde à l'analyse des rapports entre parents-enfants et frères-sœurs. Tant cette thématique, sous ses multiples formes, est omniprésente dans l'œuvre scolienne, jusqu'à constituer la matière quasi unique du film justement et sobrement appelé La famille. De la même manière d'ailleurs, le film Quelle heure est-il, 1989, porte essentiellement sur une relation entre un père et son fils. La troisième partie regroupe l'étude des rapports de l'individu avec les 3 autres institutions que sont l'armée, l'Église et le PCI. Et un intérêt spécifique sera porté à ce dernier, tant en raison de sa place éminente dans la société italienne, du moins depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la fin des années 1980, que par l'engagement du cinéaste au sein de celui-ci. L'évocation de la confrontation de l'individu à ces 3 institutions sera aussi l'occasion de traiter d'une certaine évolution historique de celle-ci, que la temporalité des films concernés soit contemporaine à leur période de tournage, comme ce fut le cas par exemple pour Drame de la jalousie ou Q', elle soit beaucoup plus vaste, comme celle de Nous nous sommes tant aimés 1974. Scola ayant tout à la fois le goût des longues fresques et celui des films où le temps se réduit à une seule journée,
dans une journée particulière bien sûr, mais aussi dans quelle heure est-il. Il m'a donc semblé que cette troisième partie pouvait faire transition avec l'étude proprement dite de l'histoire dans les films de Scola. Cet éclairage me semble en effet indispensable, surtout à propos de l'histoire de l'Italie et dans une moindre mesure, celle de la France, d'autant plus que le cinéaste n'a cessé tout au long de sa carrière de s'y intéresser vivement et de préciser son intérêt majeur pour la façon dont les individus modestes sont confrontés à celle-ci. Ainsi dit-il à propos de La Nuit de Varennes, 1982. L'histoire n'est pas l'histoire si elle n'est pas aussi l'histoire de l'individu, parce qu'on ne peut parler de l'histoire si on ne parle pas aussi de ses effets sur l'individu 6. L'exemple le plus frappant est peut-être cette représentation du fascisme dans une journée particulière où l'événement historique, la rencontre entre Hitler et Mussolini, le 8 mai 1938, quoique omniprésent en raison de la retransmission radiophonique, reste secondaire par rapport à cette autre rencontre qui se joue précisément ce jour-là entre deux exclus. Antonietta, la ménagère bafouée par son époux, et Gabriele, le journaliste renvoyé de la radio puis finalement arrêté pour cause d'homosexualité. Ce film nous amène ainsi à une démarche fondamentale de l'œuvre de Scola. Traquer et dénoncer l'exclusion sous toutes ses formes et en conséquence, s'intéresser souvent à des personnages un peu à part, à côté, qui ne parviennent pas à s'intégrer à la société d'un temps donné. Le cinéaste insiste sur le fait qu'Antonietta et Gabriele sont les deux réprouvés, les deux méchants qui sont punis. Dehors c'est la joie, c'est la fête. Eux, ils doivent rester dans la cellule d'isolement. Ils sont les deux personnages qui se sont trompés, l'un volontairement avec sa nature et donc aussi avec sa conscience, l'autre involontairement avec son état de servante, d'esclave 7. Si la situation de rejet dont sont victimes ces deux êtres est exacerbée parce que l'action se situe en période de dictature, elle n'en constitue pas moins un élément essentiel du propos du cinéaste, jusqu'à un de ses derniers films à ce jour, Le roman d'un jeune homme pauvre, 1995. Son protagoniste, Vincenzo, âgé d'une trentaine d'années, exprime son échec professionnel dans une attitude d'autodépréciation et une solitude telle que la prison lui paraît finalement une issue moins dégradante que tout ce qui est sa vie dehors. Mais le danger était bien sûr de réduire les films de Scola à une simple mise en image des 19e et 20e siècles essentiellement, sans essayer de faire apparaître le plus intéressant à mon sens, à savoir la spécificité du regard du cinéaste sur cette matière historique, la manière dont son souci de l'histoire se fond finalement dans celui déjà évoqué des rapports de l'individu au groupe. Et il n'y a de fait aucune nécessité de distinguer films contemporains et films en costume, tant l'unité des préoccupations reste la même. De même, Scola souhaite souligner une continuité entre ses films documentaires et ses films de fiction lorsqu'il précise « Dans mes films, comme dans mes documentaires et mes enquêtes, il n'y a pas de coupure entre l'art et l'idéologie 8. » Étant bien entendu que cette distinction est en grande partie artificielle, le pur documentaire n'existant pas davantage que la pure fiction. Néanmoins, mon corpus s'en tient à son univers fictionnel, déjà en raison du grand nombre de films que celui-ci englobe, mais surtout parce que l'étude des films documentaires me paraît relever d'une démarche tout à fait autre. J'évoquerai toutefois Jean di Roma, 2003, le dernier film de Scola, de nature assez différente de ses autres films documentaires. En outre, dans la partie consacrée à l'histoire de l'Italie, nous envisagerons la façon, dont Drame de la jalousie comme affreux, sale et méchant, 1976, témoignent à leur manière d'un regard particulièrement caustique sur le boom et l'après-boom économique qu'a connu ce pays au cours des années 1950 à 1960, ce qui nous permettra d'aborder une des problématiques essentielles du cinéaste, qui est celle de la sous-culture issue des valeurs de consommation. Il s'agit d'un ersatz de culture bourgeoise diffusée à grand renfort de mass média et dépossédant les classes populaires de leur culture propre neuve, comme le dénonce également Pier Paolo Pasolini qui devait d'ailleurs réaliser, si sa mort prématurée ne l'en avait empêché, une introduction à affreux, sale et méchant. Enfin, j'avoue que l'appareil théorique que j'ai utilisé peut apparaître à première vue un peu disparate, puisqu'il fait appel autant à des ouvrages de psychanalyse, d'histoire, de sociologie que bien sûr d'analyse filmique. Pourtant, il m'a paru d'emblée assez réducteur de plaquer sur l'œuvre scolienne une unique grille théorique. J'ai pensé au contraire qu'il serait beaucoup plus intéressant, même au prix peut-être d'une certaine dispersion,
d'amener le plus grand nombre de points de vue pour rendre au plus près et au plus profond la polysémie d'une œuvre abondante. Et dans la mesure où mon travail n'est pas celui d'une linguiste, quasiment toutes les citations d'ouvrages italiens et les dialogues ont été traduits en français, même si j'ai conscience que j'ai pu ne pas rendre pleinement la diversité des registres de langue du cinéma scolien tant d'un point de vue social que régional. C'est au contraire un domaine auquel s'est particulièrement intéressée Paola Micheli dans son étude intitulée Ettore Scola, i film et le parole 10. Elle remarque ainsi qu'Élide de Nous sommes tant aimés n'a pas, en raison de sa formation intellectuelle très sommaire, les moyens de comprendre les questions que posent les films de Michelangelo Antonioni sur l'aliénation ou la difficulté de communiquer, et ce n'est pas d'ailleurs sans de graves conséquences puisque cela ne fait qu'accroître son chaos intérieur et sa détresse. Puis, en conclusion, je ferai le point sur une certaine évolution du cinéma d'Ettore Scola. Ainsi est-il aisé de constater que celui-ci, sur sa lancée de scénariste de Dini Risi, Luigi Zampa Nannino 11, reste fidèle jusqu'à la fin des années 1970 à la comédie, cet extraordinaire moyen d'investigation vis-à-vis de la réalité du pays. Elle a développé sa fonction critique avec toutes les armes, caricature, satire, grotesque, que lui offrait le divertissement 12. Il contribue même à renouveler ce genre cinématographique dans Drame de la jalousie surtout où nous sommes tant aimés, grâce à des inventions stylistiques d'un réalisme devenu magique, alors qu'il lui a été reproché de n'avoir pas de style 13, une question que je reposerai en d'autres termes. Mais on remarque toutefois qu'à partir du début des années 1980, il s'éloigne très nettement de la comédie. Il n'est que de citer des films comme Passion d'amour, La nuit de Varenne, La famille, Splendor, 1988, jusqu'au roman d'un jeune homme pauvre. Pourtant la définition très claire, sociale et politique, des personnages et du discours critique du cinéaste demeure intacte. Y a-t-il donc seulement essoufflement d'un genre qui ne trouve plus d'écho auprès du public ? Ou s'agit-il plutôt d'un choix d'Ettore Scola d'aborder les thèmes qui lui tiennent à cœur, ceux de l'exclusion, de la sous-culture, du rôle et de la place du cinéma dans la société, mais de façon différente ? Cette seconde hypothèse me paraît plus juste. Ainsi privilégie-t-il toujours davantage une fiction qui s'appuie sur de vrais personnages, et qui s'inscrit stylistiquement dans un resserrement de l'espace, associé à une forme de fantastique issue du réel qu'il me paraît nécessaire d'indiquer d'emblée. En effet, cet aspect a souvent été négligé dans les articles ou travaux divers consacrés à ce cinéaste, alors même que celui-ci affirmait en 1995 à Antonio Bertini: je pense qu'il est juste d'observer la nature et de découvrir la magie. Parce que la réalité est magique. C'est elle l'auteur, avant le cinéaste et ses choix de style, de mouvement de caméra 14. Un entretien avec Antonio Bertini, Ettore Scola, Il cinema io, Roma, Officina Edizioni, 1996. Le cinéaste précise en outre, au sujet de Permet, Rocco Papaleo, 1971, tourné aux États-Unis. Je ne suis pas particulièrement fasciné par la nature et il me semble que la contemplation de beaux paysages détourne de l'observation minutieuse des personnages. 2 Entretiens avec Viviane Nortier, Famille, je vous aime, in La Dépêche, 21 août 1987. 3 Michel Cerceau, La famille et le couple. Une comédie fortement sexuée, la comédie italienne de Don Camillo à Berlusconi, in Cinemaxion numéro 42, Paris, édition du Cerf, mars 1987. 4 Daniel Cerceau, Le paysage et le deuil, le destin d'un cyprès, in Les paysages du cinéma sous la direction de Jean Mottet, Seyssel, édition Champvallon, 1999, pp 180-193. 5 Pierre Margot de Santi, Rossano Vittori, i film di Ettore Scola, Rome Grémez Editor, 1987, page 139. Mario. Le député communiste s'imagine exposant ses problèmes personnels à tous ses camarades réunis en congrès, et leur demande s'il est permis de tomber amoureux et d'abandonner la compagne avec laquelle on a vécu pendant 35 ans. Il n'a pour réponse de l'Assemblée qu'un silence perplexe dont il tire lui-même la conclusion qu'il ne peut agir ainsi. 6 Roger Icard, La Révolution française à l'écran, Toulouse, édition Milan, 1988, page 51. 7 Entretien avec Ettore Scola, Rome, juin 1977, in Le cinéma italien, tome 1, Jean Agili, Paris, 18e, 1978.
8. Pier Marco de Santi, Rossano Vittori, I film di Ettore Scola, op. Cit., page 111. 9. Entretien avec Ettore Scola, op. Cit. À propos de Drame de la jalousie, 1970, le cinéaste précise son approche d'analyse de la sous-culture. Je voulais voir comment les classes prolétaires subissent une culture bourgeoise. Les classes prolétaires reçoivent des messages de consommation, des messages télévisés, des messages de photoromans et de bandes dessinées. Je voulais voir comment ces messages sont absorbés, répétés et restitués. Dans cette opération, les classes exploitées renoncent à leur propre tradition, à leur propre culture. La culture populaire et prolétarienne devrait être assez forte pour avoir le droit de contester la culture bourgeoise. Au contraire, celle-ci occupe une position hégémonique. Les prolétaires renoncent donc à leur propre culture en échange d'une sous-culture bourgeoise. 10. Paola Micheli, Ettore Scola, I film Le Parole, Roma, Bulzoni Editor, 1994. 11. Pier Marco de Santi, Rossano Vittori, I film di Ettore Scola, op. Cit. 12. Jean Agili, La comédie italienne, Paris, édition Verrier, 1983. 13. Gilbert Rocher, Passionné d'amore, in Libération, 18 mai 1981. Quant au style, on sait que Scola n'en a jamais eu. Il filme en fonction du scénario. 14. Entretien avec Antonio Bertini, Ettore Scola, Il cinéma io, op. Cit. Première partie. Le mariage, institution profondément remise en cause. Chapitre 1. Le mariage impossible. Le trajet de l'individu scolien passe par l'inévitable confrontation avec l'institution familiale et ce qui en demeure le fondement malgré de nombreuses remises en cause, le mariage. Au premier abord, l'évocation de ce thème semble évidente chez un cinéaste qui s'inscrit dans le courant des grandes comédies d'après-guerre, auprès de Dino Risi ou Pietro Germi. Il n'est en effet que de songer à la multitude des films qui attaquent avec drôlerie et virulence cette institution dont le poids a été ressenti d'autant plus fortement en Italie que la mise en place du divorce a été tardive. Divorce à l'italienne 1961, de Pietro Germi 15, se donne à voir comme une réponse par l'absurde, l'ironie mordante, à cette absence de réponse législative. Et il n'est pas impossible à l'époque que ce film ait œuvré en faveur du divorce bien plus fortement que nombre de pétitions ou manifestations cèsent, vu le rôle de la comédie en Italie, tel que Scola lui-même la distingue de ses consoeurs françaises et anglaises, affirmant la capacité de la première de représenter à la fois l'imagination des auteurs et la réalité du pays dans lequel les événements se déroulent. 17. La comédie intrinsèquement liée à Histoire nationale, constitue donc un miroir sans complaisance de ses préoccupations, des espoirs, des regrets de l'immense majorité de la population. Mais les 29 longs métrages d'Ettore Scola débordent largement ce genre cinématographique. Parmi les thèmes que j'étudierai, et en premier lieu celui du mariage, je ne prendrai pas d'abord en compte le registre du film, même si celui-ci n'est pas à négliger. Il est d'ailleurs à remarquer que ce cinéaste, à la différence de Risi ou de Monicelli, ne s'est guère intéressé aux situations convenues, comme nombre de quiproquos en particulier, engendrés par une législation périmée. Par contre, une figure revient souvent, celle du mariage impossible pour les raisons les plus diverses que nous allons analyser, à laquelle s'associe le thème de l'exclusion et sous les modes les plus originaux, très loin du simple vaudeville, celui du trio amoureux. On pourrait ainsi évoquer au sujet de Drame de la jalousie comme de la famille, mais aussi de La Terrasse, de Passion d'amour, 1981, de Splendor 1988 ou de Macaroni 1985, ce qui commence à faire nombre, une incompatibilité entre la passion amoureuse réciproque et le mariage. 1. Drame de la jalousie 1970. Le mariage impossible, c'est d'abord celui d'Adélaïde, l'héroïne de Drame de la jalousie, dans la mesure où elle est mortellement blessée le jour de ses noces avec Nello, par Oreste, son premier amour, tous trois constituant une première figure de trio amoureux. Or le mariage est censé être l'objectif essentiel des héroïnes de romans roses, dont Adélaïde est une grande lectrice. Le propos du film tend donc à montrer que tous les efforts de la jeune femme pour avoir une existence conforme à celle de ses modèles sont voués à l'échec. Ainsi, une part importante de la drôlerie de Drame de la jalousie provient-elle du langage d'Adélaïde tout entier imprégné de ce romanesque toc des romans photos.
À ce sujet, le thème de la destinée forcément funeste est présent dans tout le film et se rattache au mythe de la femme fatale, un emploi qui tente aussi fortement notre héroïne. Ainsi le degré d'aliénation, un véritable lavage de cerveau, semble tel qu'Adélaïde ne sait quasiment plus parler autrement, même s'il lui arrive soudainement de casser elle-même ce lyrisme de pacotille. Elle constate notamment d'un ton résigné, ça le reprend, lorsqu'au comble de la félicité pendant les 7 mois d'escalade paradisiaque, Oreste se remet à la poursuivre sur la plage. On peut insister aussi sur le fait que cette expression d'escalade paradisiaque est employée par Oreste lors du procès comme si sa bien-aimée avait déteint sur lui, selon un processus de contagion qui l'amène finalement à la déchéance et que l'on retrouve à l'œuvre, dans un contexte bien sûr très différent dans Passion d'amour. Oreste devra donc affronter les tribunaux et très vraisemblablement la prison. Mais on pourrait presque penser que ce n'est pas au fond si terrible puisque ce dernier pourra s'adonner tranquillement jusqu'à la fin de ses jours, au culte d'Adélaïde, à entretenir son souvenir, à vénérer la femme qui à elle seule a rempli sa vie et lui a donné un sens, et ceci est d'autant plus fort qu'il ne l'a pas épousée. Les romans sentimentaux 18, selon la terminologie de Bruno Pequigno, s'opposent ainsi à nombre de films d'Ettore Scola au sujet de la problématique de l'être unique. On a pu évoquer dans La famille la situation du héros qui n'aura cessé d'aimer passionnément Adriana, la grande pianiste, même s'il épouse sa sœur et qu'il dit pourtant à Adriana, à la fin de leur vie, qu'il ne regrette pas ce choix. J'évoque à dessein ce film élaboré à l'échelle d'une vie, ce qui ne permet guère d'imaginer dans une sorte d'au-delà du film, d'autres rencontres amoureuses plus fortes que celles qui nous ont été racontées. Une autre rencontre essentielle, celle d'Antonietta, la mère de famille, mussolinienne fervente, et de Gabriele, l'homosexuel traqué lors de la visite d'Hitler à Mussolini, du 3 au 8 mai 1938, et d'une autre façon sans issue, même si la ménagère demeure bouleversée par la sensibilité, l'attention que lui a témoignée son compagnon d'un jour. Elle est complètement ailleurs quand son mari et ses enfants rentrent de la terrifiante mascarade. Gabriele est arrêtée, et la situation d'Antonietta reste inchangée auprès d'un mari stupide et grossier. Et il est peu vraisemblable, pour 1000 raisons moins le contexte social, les enfants, son absence de revenus, qu'elle le quitte. Elle n'a même pas le temps de lire comme Adélaïde, des romans sentimentaux, dont la trame courante est donc aux antipodes de ce que nous conte Scola. Certes, Bruno Pequigno s'efforce de nous montrer, dans son optique sociologique, avec beaucoup de précision, l'évolution des contenus du roman sentimental, en particulier de la collection Harlequin. Et il fait preuve d'un curieux et permanent souci de réhabilitation de ce type de lecture fustigé non seulement par les féministes 19, mais aussi par les revues, telles qu'elle ou Marie-Claire, et de déculpabilisation de ses nombreuses adeptes puisqu'il l'assimile à une littérature d'évasion, comparable aux polars ou aux ouvrages de science-fiction qui font l'objet de critiques dans les journaux, de colloques multiples, de thèses et sur lesquelles n'a pas été jeté le même opprobre. Ce rapprochement néanmoins ne me paraît guère convaincant, même si je ne m'autorise pas le moindre jugement de valeur quant aux lectrices qui sont en fait à 20% des hommes. Pourquoi en effet se refuser ce que Catherine Marty appelle ces gâteries de 180 pages, équivalent intellectuel des bouchées, nougat ou barre chocolatée de compensation quand le fond de l'âme est gris-vin, évoqués là encore avec condescendance, même s'ils sont censés procurer du plaisir. Le contenu reste cependant tout fait simpliste et caricatural, selon un schéma identique qui se répète à l'infini, alors qu'à l'évidence le polar ou la science-fiction offrent des œuvres d'une variété infinie, quant à l'intrigue, qui plonge le lecteur dans l'attente, la surprise du dénouement, différence capitale avec le roman rose où tout est joué d'avance. Cet élément constitue d'ailleurs une part fondamentale et indispensable de son succès. C'est la répétition sécurisante, du moins en apparence, que recherche la pratiquante du roman sentimental, et nullement un récit qui la déconcerte. Il n'est que de lire par exemple, et au hasard, le début d'un ouvrage intitulé Les secrets d'une femme fatale, le titre étant déjà à lui seul tout un programme. Glory est-elle se cala dans le confortable fauteuil de cuir, et jeta un regard attendri sur son fils qui se tenait derrière son luxueux bureau d'acajou, vêtu d'un de ces superbes costumes 3 pièces anglais coupés sur mesure. Son Samy était vraiment un bel homme, songea-t-elle avec orgueil. Grand, bien bâti, avec les mêmes cheveux noirs que son père 21.
Ce qui frappe tout de suite, c'est le raffinement et le luxe sur lesquels la romancière ne lésine pas, mais aussi l'orgueil légitime de la mère d'avoir un fils aussi bel homme, grand, bien bâti. Ainsi, à la différence du sociologue Bruno Pequignot, il est bien clair que Ettore Scola condamne ce type de lecture, élément parmi bien d'autres d'acculturation et d'abrutissement, ce qui se donne à voir et à entendre à l'évidence, dans le langage d'Adélaïde, d'un lyrisme de bazar vide et minimal, mais aussi et surtout dans la structure même du film. En effet, si dès le début la jeune fleuriste s'obstine à parler et à se conduire comme une héroïne de roman rose, les transgressions des codes de ce type de littérature sont pourtant permanentes. Ainsi le roman rose s'attache-t-il à dépeindre avant tout une rencontre amoureuse, dont le schéma obligé est une spirale chaotique d'obstacles et de malentendus au bout de laquelle, enfin réconciliés, elle et lui s'envoleront vers les délices infinies du mariage 22. Ce qui reste néanmoins indispensable, ce sont les diverses péripéties que devront rencontrer les deux personnages avant l'inévitable happy end. Or, dès leur rencontre à la Festa dell'Unità, il y a entre Adélaïde et Oreste un coup de foudre et une histoire amoureuse qui commence d'emblée. La jeune femme se cramponne pourtant à toute force à la figure du destin, prétendant connaître et attendre Oreste depuis toujours, ce qui donne lieu à une série de flashbacks en abîme, lors du procès et de la reconstitution des diverses situations où Adélaïde prétend avoir croisé Oreste, comme à un stand de fête foraine avec toujours en écho ce mythe de la bohémienne. Mais le procureur demeure sourd au ténébreux cheminement du destin, et précise que la jeune femme n'a jamais travaillé dans ce type d'endroit. Celle-ci raconte encore, tout à l'attente de cet être unique qui peut être cet inconnu croisé dans la rue, qu'Oreste était un passant qu'elle avait remarqué tout en vendant ses fleurs, autre flashback. Mythomanie d'Adélaïde ou d'Oreste, peu importe. Tous deux voulaient que leur amour ait été précédé de signes troublants, annonciateurs, comme pour lui donner plus d'importance. Mais Oreste est marié et beaucoup plus âgé qu'Adélaïde. Or, il n'est aucunement possible que l'héroïne d'un roman rose devienne amoureuse d'un homme marié et de surcroît, nettement plus âgé, même s'il est de bon ton que le héros, tout comme dans bon nombre d'annonces matrimoniales par exemple, et quelques années de plus que l'héroïne, mais jamais l'inverse. En outre, les protagonistes de ce type de récit se doivent d'être libres, jeunes, beaux et bien sûr monogames. Il est en effet hors de question que l'héroïne puisse tomber amoureuse d'un autre homme et se retrouve de ce fait tiraillée, culpabilisée comme l'est Adélaïde par pareille situation. Enfin, l'héroïne de Scola fait une tentative de suicide et on l'a vu, meurt le jour même de ses noces avec Nello, involontairement poignardée par Oreste, homme même de sa destinée. Impensable encore dans un roman rose. Le cinéaste se moque ainsi allègrement des lois du genre, proposant des situations en complète inadéquation avec ce dernier, alors même qu'Adélaïde demeure religieusement, indéfectiblement confiante en des chimères qui n'ont strictement rien à voir avec son quotidien. Pourtant, la transgression majeure est sans doute celle de la laideur. Elle donne lieu en particulier à une scène fort cocasse, en raison d'un procédé stylistique, l'interpellation directe du spectateur, qui apparaît à plusieurs reprises. Ainsi, premier plan, Oreste dénonce-t-il avec virulence, à l'intention du tribunal comme des spectateurs, la pollution des plages romaines, tandis qu'en arrière-plan on le voit folâtrer avec Adélaïde sur ces dernières. Pas la moindre demeure idyllique meublée dès un luxueux bureau d'acajou 23. Pour abriter les amours d'Oreste et d'Adélaïde, seulement la saleté des plages romaines, les tas de gravats sur lesquels ils pique-niquent, néanmoins en plein bonheur. Les lieux du récit sont de façon générale hideux tels la maison d'Oreste, où il n'a même pas pris la peine de terminer une cloison, alors qu'il est maçon de profession, première truelle, même comme sa femme l'annonce fièrement au tribunal. Et ce désintérêt pour le confort conjugal constitue en outre
un des multiples griefs que cette dernière développe à son encontre au cours du procès. Il y a en effet une obsession du lait qui court à travers tout le film, comme l'écrit Louis-Marc Aurèle 24 et que l'on retrouvera bien sûr à un degré bien plus outrancier encore dans Affreux, Sale et méchant ou dans un autre registre Passion d'amour. Déjà les différents lieux sont sales, les plages ou encore la chambre d'hôtel minable ou l'infernal trio amoureux tentent une réinvention des lois amoureuses, disons schématiquement à la Jules et Jim 25, ce qui s'avère d'ailleurs un fiasco total. Oreste, en outre, est également qualifié de plutôt cracra par une collègue d'Adélaïde et ne possède aucunement le visage d'un acteur hollywoodien, comme le Samy des Secrets d'une femme fatale 26. Marcello Mastroianni, sorte d'acteur fétiche et de double du cinéaste, fait en effet une étonnante composition, très loin du latin lover. On peut songer aussi au personnage du chevillard, le parti sérieux qu'a trouvé la sœur de l'héroïne, prostituée éminemment dévote 27 et soucieuse de l'avenir de sa cadette, et surtout de la punition divine qui la menace puisqu'Oreste est un homme marié. Ce nouveau prétendant a un rapport au bœuf tellement fusionnel qu'il en devient physiquement monstrueux, mais aussi pathétique, car ses allures bovines cachent en fait un vrai cœur de midinette et un attachement sincère à Adélaïde. Pourtant, le luxe même de son appartement n'échappe pas à la laideur ambiante et devient très vite complètement déprimant pour notre héroïne exempte, bien évidemment, de toute vénale pensée. Cette question de la laideur permet un rapprochement entre les deux axes d'approche du film que sont le roman rose, mais aussi le conte de fées. En effet, comme l'écrit la psychanalyste Élise Champion, la psychanalyse a longtemps négligé la question de la beauté ou de la laideur, Freud ayant mis clairement de côté l'objet esthétique lui-même 28. Pourtant l'idée du beau est constamment présente dans le psychisme humain, et elle surgit souvent au cours de cures psychothérapiques. Certains sentiments, explique-t-elle, ne trouvent parfois leur expression qu'à travers un jugement esthétique porté sur les autres ou sur soi-même 29. Et c'est l'origine et la mise en place de ce mécanisme qu'elle veut analyser, faisant référence au monde de l'enfance où le beau et le bien deviennent souvent synonymes. La beauté signifie alors bien-être, familiarité, amour. Au contraire, ce qui est dérangeant, inhabituel, étranger et ressenti comme une menace, n'est pas beau. Et l'on retrouve ainsi la problématique de Bruno Bettelheim abordée dans Psychanalyse des contes de fées 30, selon laquelle, en se servant des notions de beauté et de laideur comme illustrations universelles de valeurs morales, le conte permet à l'enfant de projeter sur les personnages qui représentent les parents, le roi, la reine, mais aussi l'ogre ou la sorcière, tous les sentiments Q'. Il ne peut pas se permettre envers ses vrais parents de peur de perdre leur amour, et lui propose des modèles d'identification qui le consolent des déceptions de la vie enfantine 31. Ainsi Oreste ne parvient-il même pas à reconnaître que sa femme est laide. C'est un type, dit-il à Adélaïde alors qu'il est enfin en instance, à 45 ans, de quitter le cocon quasi maternel. De la même manière, la figure du boucher est transgressive des stéréotypes du roman rose, dans la mesure où c'est un prétendant jeune, riche et bon et qui tout naturellement aurait dû être beau et satisfaire la jeune femme. En effet, tous les personnages se doivent d'être beaux et la lectrice n'aura guère de mal à s'identifier à l'héroïne immédiatement reconnaissable à sa blondeur, sa sincérité, sa générosité. Et si elle a une rivale, mais en aucun cas la femme légitime, celle-ci aussi est belle, mais d'une façon différente de la première, plus agressive dans sa démarche de séduction, d'une sensualité plus provocante, avec des attributs physiques codés autrement, opposant par exemple aux lèvres sensuelles et émouvantes d'innocence doucement rosée, de la première héroïne à la bouche pulpeuse généralement garnie d'un rouge prune 32 de la seconde. Mais surtout il faut bien le souligner, la rivale ne peut en aucun cas être la femme légitime. Dans cette perspective, la rivale d'Adélaïde qui est déjà Hérésie, la propre femme d'Oreste, apparaît encore plus décalée et le regard de Scola d'autant plus féroce. Et l'agressivité de l'épouse Nardi se manifeste moins dans un comportement amoureux entreprenant, auquel le héros aurait beaucoup de mal à résister que dans l'expression pour le moins brutale de sa jalousie, à l'encontre de la jeune fleuriste. En effet, il n'est que de voir au contraire l'allure momifiée, atterrée d'Oreste dans le lit conjugal, en fait deux lits jumeaux rapprochés, lors du déshabillage de son épouse. En outre, si ce regard tellement sarcastique sur le mariage peut sembler aujourd'hui désuet,
Il ne faut pas oublier qu'il s'inscrit dans cette remise en cause des valeurs bourgeoises à la fin des années 1960 et au début des années 1970. La question du mariage est en effet traitée sur un mode grotesque, alors qu'il constitue aujourd'hui encore la finalité de tous les romans roses, même s'il n'est plus clairement mentionné. Le happy end standard demeure quand même l'union sincère, durable et tant attendue qui devient enfin possible entre l'héroïne et l'homme qu'elle aime et lui rend cet amour. Ainsi le Sami des secrets d'une femme fatale 33 a-t-il conquis et été conquis par une créature de rêve dénommée Molly dont l'une des ultimes répliques, destinée à Robin, un ami vivant à Paris, est la suivante. De toute façon, dans 1 ou 2 ans j'aurai été trop âgée pour continuer ma carrière de mannequin et de modèle. Je ne veux plus poser que pour un seul homme maintenant 34. À l'opposé, Adélaïde, toute de blanc vêtue pour ce qui est censé être le plus beau jour de sa vie, affiche dans la voiture avec Nello, une mine consternée, avant même qu'il ne tombe sur Oreste, réduit à la mendicité, et qu'éclate le drame, comme si la jeune femme était déjà en proie à un funeste pressentiment, et surtout très culpabilisée d'avoir abandonné son premier amant, d'avoir transgressé, comme elle l'avait dit à Nello auparavant, les lois cruelles de l'amour. 2. La terrasse, 1980. Nous abordons dans La terrasse un tout autre univers puisque les protagonistes travaillent tous dans les médias, à l'exception de Mario dont nous allons parler qui est député communiste. Mais on sait les accointances de plus en plus inextricables entre télévision et politique, deux mondes où le paraître importe avant tout. Surtout, loin d'être délaissé par sa femme comme Luigi ou Amedeo, c'est lui qui a une aventure avec une femme plus jeune, Giovanna, d'abord très agressive à son égard et avec laquelle il s'est accroché à plusieurs reprises au cours des fameuses réceptions constituant la trame de La terrasse. Et c'est à l'occasion d'une de ces disputes pendant laquelle la jeune femme est partie, en larmes, se réfugier dans le salon où le député est venu pour s'excuser, que leur histoire a commencé. Mais le personnage de Giovanna est plutôt ambigu. Son mari a d'autant plus besoin de la sentir forte que lui-même est affaibli. Et elle semble de fait pleine d'assurance. Pourtant elle avoue à Mario, devenu son amant, qu'elle pleure tous les jours vers 5 heures. Réelle fragilité de ces femmes en apparence si gagneuses, ou tactique amoureuse de la part de Giovanna, dans cet aspect tellement systématique de ses larmes, tous les jours, et cette façon si ostentatoire d'en parler. Puis surtout, cet épisode contient un des moments du film les plus troublants, une scène fantasmée d'imbrication étroite du public et du privé, lorsque Mario, devant tous les membres du PCI en congrès, expose son dilemme personnel. A-t-il le droit, parce qu'il est tombé amoureux d'une jeune femme, d'abandonner la compagne qui a été à ses côtés, qu'il aime, le soutient depuis 35 ans ? Question qu'il pose à ses camarades et qui hante tout le film. Le bonheur est-il permis même s'il doit créer le malheur ? Autrement dit, recommencer, mais à quel prix ? Cette interrogation revêt d'autant plus de force qu'il vient d'apprendre le suicide d'un ami. Toute cette scène est encadrée au début et à la fin par un gros plan sur le visage de Mario, et fait aussi appel à des images d'archives qui se mêlent assez souplement aux matériaux tournés par Scola. Et la problématique exposée fait notamment écho à l'œuvre de Tchekhov, à Oncle Vania 35, notamment où après le refus, la colère ou le désespoir devant la vie qui fuit et le sentiment d'être passé à côté, viennent d'un certain apaisement et une acceptation non dépourvue de fatalisme. Il est également frappant de constater combien l'adhésion au Parti communiste, dans ce cas, la conviction en certains idéaux, vont finalement dans le sens du mariage et de son maintien et contre tout bouleversement d'ordre privé. Dans le même temps, le parti semble impuissant à fournir des réponses ou du moins incapable d'éclairer ce qui intéresse vraiment l'être humain. Le flot des allocutions de ce congrès ennuie profondément Mario, aux prises avec ses problèmes de couple et avec la mort d'un ami. À un tout autre niveau et dans un autre milieu, on retrouvera le même questionnement chez le maçon Oreste de drame de la jalousie qui, désespéré, tente sans résultat de confier ses soucis sentimentaux au secrétaire de sa cellule. Enfin, le léger ostracisme dont Mario a l'impression d'être victime au sein de son parti, apparaît comme une mise à distance qui relève en fait de sa seule initiative, le parti allant à l'encontre de son bonheur présent avec Giovanna. 3. Passion d'amour, 1981. Passion d'amour présente aussi un autre cas de mariage impossible, extrême et associé à l'exclusion,
celle de Fosca, jeune femme de 28 ans torturée par une étrange laideur et un mal mystérieux et spectaculaire. Elle est venue se réfugier chez son cousin, colonel d'une garnison isolée. Personnage à part, à plus d'un titre, par son visage hors du commun, sa maladie mais aussi sa culture, son ironie mordante, elle constitue tout à la fois une victime et une exclue du mariage à une époque où celui-ci représentait la seule issue honorable pour une femme. Or il paraît nécessaire à ce propos d'insister dès à présent sur la prédilection de Scola pour les êtres différents. Ainsi affirmait-il, en 1977, « Je m'intéresse beaucoup aux marginaux, aux désaxés, aux déracinés, aux gens qui sont opprimés dans une société dégradée et phallocratique où tout est basé sur la notion de force et de mépris. » 36. Le personnage de Fosca est donc à placer tout à fait dans cette lignée, tandis qu'elle se prend d'une folle passion pour le jeune et beau capitaine Barchetti, lui-même aimant et étant aimé d'une femme mariée fort belle, Clara. En effet, Fosca aspire tout à la fois à être considérée, tout simplement, comme un être humain et découvre aussi chez ce bel officier une sensibilité qui la bouleverse, tant par son caractère insolite chez un homme de ce temps et de ce milieu, que parce qu'elle est finalement si semblable à la sienne. Mais ce film offre une grande singularité dans l'œuvre du cinéaste, par le statut des personnes différentes concernées, Fosca puis Giorgio qu'elle contamine, car leur exclusion ne peut s'expliquer seulement, comme dans Affreux, Sale et méchant ou Une journée particulière, par des motifs sociaux ou idéologiques, même si la jeune femme dénonce avec lucidité et désespoir conjugués un cercle vicieux de la laideur constitutif de la société de son temps et de la nôtre également. Elle s'adresse alors tout à la fois à Giorgio encore endormi au petit matin, allongé auprès d'elle après leur première et chaste nuit ensemble, et aux spectateurs, aux femmes surtout qui possèdent la beauté comme Clara, et accuse ces dernières d'être de connivence avec un système oppressif pour toutes les autres qui n'ont pas eu cette chance. La femme, dit-elle, ne peut pas sortir de la voie qui lui a été tracée. Elle ne peut avoir d'autre but que de plaire pour être aimée, et elle ne peut être aimée qu'à condition d'être belle. Ainsi, d'une façon un peu didactique 37, ce qui a été reproché à Scola, l'héroïne, définit clairement sa mise à l'écart sociale, objective, dont ses crises hystériques ne sont qu'une conséquence. Et la formule même du cinéaste, dans une histoire j'individualise ce qui est collectif 38, fonctionne encore parfaitement. Il me paraît donc nécessaire d'analyser les implications de la laideur et de la maladie de l'héroïne, qui l'écarte à jamais du mariage, et de s'interroger sur le caractère éventuellement romantique du film. Le romantisme au sein duquel le mariage est appréhendé négativement, est-il violemment critiqué ou au contraire glorifié ? Il faut d'ailleurs noter qu'il n'est jamais question de mariage entre la jeune femme et Giorgio. Le mot même n'est jamais prononcé tant l'impossibilité en est entérinée d'emblée. En effet, n'y aurait-il pas, de la part de Scola, une récupération profondément ironique dans Passion d'amour, de toute une thématique romantique de l'amour fou, ce qui nous permettrait de regagner le domaine auquel il nous a plutôt habitués, celui du sarcasme social ? Et les différents niveaux de lecture de ce film peuvent alors sembler, a priori, incompatibles. S'agit-il d'un film d'un romantisme particulièrement brûlant, ou au contraire une remise en cause, une satire féroce de celui-ci, telle que l'interprète Alain Carbonnier dans Cinéma 39, parlant d'une œuvre qui s'attaque au fonctionnement même du romantisme ? C'est une conception de l'œuvre tout à fait défendable, d'autant plus que le film est l'adaptation d'une nouvelle sans doute assez autobiographique, intitulée Fosca, d'Irinio Ugo Tarchetti qui fut militaire comme Giorgio lors de l'expédition de Crimée. Or cet écrivain participait de la mouvance de la Scapigliatura, de Scapigliato, effronté ou dissolu, qui réunissait dans l'auberge d'Elanos, lieu plutôt misérable, au cours des années 1860 à 1880 à Milan, des artistes fascinés par la difformité, l'étrange, l'inquiétant et surtout farouchement anti-romantique, raillant les valeurs du beau et du bien l'un et à l'apostrophe, autre étant le plus souvent équivalent, mais aussi la passion amoureuse exaltée, avivée par la souffrance, l'émotivité extrême, etc. En proie à des fantasmes morbides qui imprègnent Passion d'amour, Irinio Ugo Tarchetti meurt en 1868, à 30 ans, de la tuberculose et du typhus. Et en effet, s'il y a dénonciation du romantisme, c'est par exagération. Certes, les romantiques revendiquent par exemple pour les hommes le droit de pleurer, mais Giorgio le fait d'une façon si lourde, récurrente qu'il en devient caricatural.
Pleurer n'est pas signe de faiblesse, précise-t-il bien dans une lettre adressée à Clara, à peine l'a-t-il quittée. Surtout, si le fait qu'un personnage irréversiblement laid tombe amoureux est un thème romantique par excellence, il reste néanmoins hors de question que cette passion soit payée de retour. Pas un seul instant Esmeralda ne sera amoureuse de Quasimodo et pourtant, comme le fait remarquer le nain à Giorgio à la fin du film, « J'aurais compris si Fosca avait été d'une folle beauté et Giorgio comme moi, mais ça. » On peut d'ailleurs imaginer que la dernière scène de passion d'amour qui réunit Barchetti épuisé par 5 ans de maladie et un nain, auquel il a raconté son histoire se passe précisément dans cette auberge della Noce, où l'auteur de Fosca était un habitué. Il s'agirait d'une sorte d'illustration mordante du regard extrêmement railleur de ce dernier sur l'amour, et même d'autodérision comme semble le suggérer la presque homonymie de Tarchetti avec le personnage de Scola, puisque le nain ne fait preuve à l'égard de Barchetti d'aucune commisération particulière. Tout au contraire et non sans une profonde ironie, il se révèle être un farouche partisan, on l'a vu, de cette bienséance sociale que Fosca s'est tellement efforcé de dénoncer. Il se veut donc l'écho du sens commun lorsqu'il se moque de ce qui semble être ainsi une supercherie romantique. Une relation amoureuse réciproque entre un être beau et un être laid, surtout si la laideur est celle de la femme et qui prend par le seul fait d'être féminine une valeur exponentielle et rédhibitoire. En outre, en reprochant à Barchetti d'avoir bafoué les sublimes lois de la nature, il légitime d'une certaine façon sa maladie comme une punition pleinement méritée. Néanmoins, le paradoxe peut-être de ce film est qu'il demeure, en dépit de cette scène finale, violemment romantique. Il semble en outre que Passion d'amour trouve une autre origine littéraire plus indirecte dans le roman de Stefan Zweig, La pitié dangereuse 40, où il s'agit cette fois d'une jeune femme handicapée, Edith, qui s'éprend d'un jeune Ulan. Nombre d'éléments se recoupent, même si l'histoire finalement n'évolue pas de la même façon. L'élément majeur qu'introduit Scola et qui marque sa modernité, c'est précisément l'amour que Barchetti se met à éprouver pour Fosca, à la place justement de la pitié. Néanmoins, la violence du sentiment amoureux d'Edith est assez proche de celui de Fosca, en particulier quand le narrateur explique qu'il prend conscience que les malades, les estropiés, les êtres physiquement inférieurs aiment avec plus de passion, de violence que les gens heureux et bien portants, qu'ils aiment d'un amour fanatique, sombre, qu'aucune passion sur terre n'est plus violente que celle de ces désespérés, de ces bâtards de Dieu qui ne trouvent que dans l'amour leur raison de vivre 41. Or la laideur telle que la vit Fosca peut s'assimiler à une infirmité, et elle dit en outre clairement à Barchetti « Tu es le but que je me suis fixé pour ce qui me reste à vivre. » Pas plus Edith que Fosca n'attend d'un quelconque secours de l'au-delà. Fosca, en effet, ne parle jamais de Dieu et ne semble puiser aucun soulagement dans la religion. Elle évoque seulement la lecture où elle tente de s'oublier, et s'avère ainsi une héroïne profondément scolienne proche en un sens de l'Adélaïde de drame de la jalousie, voulant que sa vie amoureuse soit aussi passionnante que les romans photos qu'elle dévore, et à laquelle on peut dire qu'elle s'est livrée corps et âme puisqu'elle meurt à la suite du coup de couteau involontaire de son ancien amant. En outre chez Fosca mais aussi avec Clara, qui regrette de ne pas s'être donnée au capitaine de toute sa jeunesse, intacte, on remarque combien l'amour physique est tout à la fois magnifié tout en étant l'acte par excellence qui abîme le corps au point de l'anéantir. C'est le médecin qui l'explique à Barchetti au sujet de Fosca. Si le film, en cette première moitié des années 1980, coïncide avec les premières manifestations importantes du sida, il n'est cependant pas question d'en faire une lecture à la lueur de cette maladie. Néanmoins, cette œuvre constitue une illustration originale de l'intrication récurrente d'Eros et de Thanatos 42. Le corps malade de l'hystérique, thématique fréquente au XIXe siècle, rejoint donc dans Passion d'amour, une représentation beaucoup plus contemporaine du corps à l'œuvre en particulier dans la photographie de ces 30 dernières années comme l'analyse notamment John Pultz et Anne de Mondenard dans le corps photographié 43 La jeunesse d'après mai 1968 refuse le corps stéréotypé des apostrophes. Une société de consommation aseptisée et les photographes révèlent un corps vieillissant, malade, mourant 44. C'est même la représentation de la dégradation du corps qui devient, vers le milieu des années 1970, la préoccupation de nombre de photographes et surtout celle liée au ravage du sida au début des années 1980 comme en témoigne le travail de Jane Evelyn Atwood, avec Jean-Louis en 1986, ou celui d'Alan Reininger 45. Le visage,
Le corps de Fosca se rattache ainsi à une volonté de représentation réaliste d'une femme frappée de laideur et de maladie. En même temps, une dimension extraordinaire est à l'œuvre dont témoigne notamment cette étrange lumière bleutée dans laquelle baigne si souvent la jeune femme. Scola privilégie ainsi le gros plan sur le visage de Fosca qui, même lors de sa première apparition, est filmé en légère contre-plongée, ce qui ne fait que renforcer son étrangeté et la stupéfaction de Barchetti qui la découvre après l'avoir sans doute longuement imaginée, puisque son arrivée est à plusieurs reprises retardée. Elle ne fait preuve en outre d'aucune souplesse, se déplaçant presque de façon hiératique, avec une raideur dépourvue de toute sensualité. Enfin, celle qu'elle s'autorise à exprimer, manifestant un grand courage, même si cela peut aujourd'hui nous sembler anodin, passe par la main de Barchetti dont elle s'empare lors du repas. Un moment analogue se retrouve d'ailleurs entre Edith et le protagoniste narrateur dans La Pitié dangereuse 46. Si Fosca s'évanouit 2 fois avec Barchetti, son corps pris de convulsions n'apparaît qu'une fois dans le château. Elle s'écroule. Le capitaine l'apaise peu à peu puis la soulève dans ses bras alors qu'elle s'est évanouie. C'est un moment clé de leur relation dans la mesure où il semble marquer pour le capitaine l'acceptation de cet amour. Il a d'abord une façon de lui frotter la joue assez troublante. Surtout alors qu'il la soulève, telle une épousée, il avance vers une porte se découpant sur la campagne environnante à propos de laquelle maintes interprétations sont possibles. Elle indique peut-être le fait que Fosca et Barchetti accèdent à un autre monde, dans l'incompréhension générale. « Je ne vous comprends pas », ne cesse de lui répéter le médecin. Il n'est pas indifférent que cet apaisement ait lieu au château en ruine, scène au cours de laquelle Barchetti avait évoqué avec lyrisme son amour pour Clara. Cela montre à quel point celui-ci n'a pu fuir l'amour de Fosca. Surtout la scène suivante, en montage cut le montre couché dans son lit en proie à la fièvre, ce qui ne fait que souligner à quel point le capitaine a rejoint Fosca jusque dans la maladie. Cet amour qui devient réciproque, dépasse donc la situation romantique plus banale de la passion à sens unique qu'éprouve un être laid, et c'est dans ce contexte que doit s'analyser le personnage de Fosca. Le mariage est ainsi impossible à cette dernière, tout d'abord, à cause de son implacable laideur. La première fausse note dans l'itinéraire classique d'une jeune fille de bonne famille au XIXe siècle réside dans le visage de celle-ci, tellement étrange qu'il en devient démesuré, obsédant, dérangeant, gommant même le corps de la jeune femme alors que sa demande charnelle est très claire et même intense. Serait-ce une deuxième fausse note ? D'ailleurs, lors de leur seule et mortelle étreinte, c'est le visage de Fosca que l'on voit presque exclusivement, censé témoigner par des rictus d'extase et de souffrance mêlées, le bouleversement que représente pour elle l'acte charnel. Pas une once de sa chair n'apparaît à l'écran, et Michel Pérez souligne avec justesse que Scola ne s'attendrit pas sur le sort des fausses laides que l'amour vient transfigurer 47. Nulle transfiguration, même dans son unique nuit d'amour, tout au plus un visage plus exagérément expressif que d'ordinaire qui pourrait effectivement aller dans le sens de la caricature. Surtout, il n'est pas indifférent que le mot « âme » soit prononcé par Fosca dès sa première apparition à l'écran, dès la deuxième réplique. Ainsi tous les mouvements de celle-ci se donnent-ils à voir lisiblement, en même temps qu'au visage défait des années 1970 à 1980, selon la typologie de Jacques Aumont, le visage de la jeune héroïne correspondrait à certains gros plans du cinéma muet, visage-paysage, dont la beauté dit tout 48, sauf que cette fois-ci, si la démarche est la même, c'est la laideur qui dirait tout. Il se dégage de Fosca une telle force que Giorgio est frappé comme par la foudre quand il la voit pour la première fois, fasciné d'emblée par une laideur quasiment inhumaine, d'autant que l'apparition de la jeune femme avait été retardée à plusieurs reprises, avivant sa curiosité comme celle du spectateur. Et la voix off insiste sur sa stupéfaction et son mutisme déjà si visible à l'image, accentuant encore le trait. Nous aurons l'occasion de remarquer que la voix off, celle du narrateur protagoniste, celle des lettres de Giorgio à Clara et vice-versa opère de façon redondante ou parfois même contradictoire, sans que cela apparaisse ridicule ou sarcastique. L'héroïne de Passion d'amour est aussi touchée par une exclusion physique. Au moindre contact tactile, elle provoque tout d'abord la répulsion des êtres, enfin de l'être auquel elle s'agrippe, au sens propre comme au figuré. Et il est à noter toute la sémantique animalière que génère la jeune femme, toujours dans le sens du repoussant, assimilée à un ver par le colonel à cause de sa passion de la lecture, tandis que le docteur souligne qu'elle a la voracité d'une mouche,
et que c'est l'image d'une énorme araignée ou d'une pieuvre toujours à l'œuvre qui vient à l'esprit lorsque Giorgio parle dans son délire provoqué par la fièvre. Elle m'étouffe, dit-il, évoquant aussi ses lèvres de cadavre. Finalement, c'est peut-être le moment où il est le plus lucide sur ce qui lui arrive, sur la nature mortifère de Fosca et l'impuissance qu'il éprouve à y échapper, autre élément essentiel qui rend tout mariage impossible. En outre, concernant la jeune femme, je ne suis d'accord qu'en partie avec les propos de Michel Pérez 49 lorsqu'il écrit que c'est un personnage que l'auteur respecte infiniment, qu'il admire et qu'il magnifie. Le respect de Scola est évident puisqu'il est intrinsèquement lié à la démarche constante du cinéaste de s'intéresser aux gens en marge. Son admiration est probable, mais justement ces deux sentiments ont d'autant plus de force que la jeune femme n'est pas magnifiée et peut se montrer mesquine, arrogante. Et c'est précisément la question du regard de Scola sur ces personnages qui se pose de manière générale. Il ne fait preuve d'aucun apitoiement, d'aucune idéalisation justement pour mieux dénoncer une situation d'oppression. On peut aussi se demander si dans cette histoire, Clara, en aimant Giorgio, n'avait pas plus à perdre que Fosca. Elle mettait en péril son mariage, sa réputation, alors même que la seconde s'accroche au jeune officier, au sens propre, on l'a vu, parce qu'il est le but qu'elle s'est fixé pour ce qui lui reste à vivre, comme elle l'énonce de façon très claire. Elle n'a ainsi plus rien à perdre. L'absence d'avenir rend aussi toute idée de mariage caduque. Elle exerce donc à l'égard de Giorgio un chantage oppressant, verbe qu'elle emploie elle-même 2 fois dans la scène de la gare perdue où ils sont descendus, quand le jeune homme s'est aperçu qu'elle l'avait suivi dans le train. Déjà très contaminé, il partait en ville faire des examens prescrits par le médecin alarmé par son état. « Cette femme vous dévore, vous consume », lui avait-il dit. Elle s'avance ainsi vers le capitaine, vers le spectateur également, étouffante, effrayante jusqu'à ce que son visage occupe tout l'écran et qu'elle s'écrie « Quand je serai morte pour toi, il va bien falloir m'aimer, tu devras m'aimer. » Ainsi, une fois encore, même si d'un point de vue rationnel, distancié, le comportement de la jeune fille est plutôt insupportable, il est en même temps porteur d'un lyrisme bouleversant, balayant tout jugement. C'est aussi un moment clé du récit où le capitaine, en dépit de toutes ses contradictions, renonce véritablement à lutter et assume cet amour. Le retour en train est serein, Fosca endormie sur son épaule. En effet, quelques secondes auparavant, excédé, il lui avait dit « Ce n'est pas comme ça que tu te feras aimer, tu sais. » On pourrait aussi penser qu'à l'aller, lorsqu'il aperçoit la jeune fille sur le reflet de la vitre, il est victime de son imagination, obsession, hallucination. Mais de toute façon, le fait qu'elle ait réellement été présente est assez secondaire. Le jeune officier est déjà tout imprégné d'elle. Oui, à la limite cette apparition n'a pu être que pure fantasmagorie de la part de ce dernier, finalement apaisé parce qu'obligé de rentrer. Et même si le cas de Fosca peut relever d'une approche psychanalytique, il ne faut pas perdre de vue que ces mots sont aussi physiologiques. Le médecin précise à son propos qu'elle est une collection ambulante de toutes les maladies possibles. Il n'y a pas bien sûr de réelle séparation de ce genre, tout se mêle. Mais il est important de noter pour le sens même du récit, que Fosca n'est pas qu'hystérique et qu'elle sait que sa vie s'achève, ce qui exacerbe aussi sa passion amoureuse. Elle sait en particulier, pertinemment qu'elle ne survivrait pas au fait de faire l'amour. Et de quoi s'agit-il encore ? D'un extrémisme passionnel prêtant à sourire ou au contraire d'un dénouement magnifique par son excès même. Elle s'est donc retirée de l'existence ou plus exactement les livres lui en tiennent lieu, et elle en a pleinement conscience. Mais ce n'est en aucune façon une femme résignée comme en témoignent précisément ses symptômes hystériques, ses cris inhumains. Le capitaine l'a entendu crier avant même de la rencontrer. Cependant, si elle prétend vivre par procuration, les livres ne lui donnent-ils pas une vision de l'existence, d'une certaine manière exaltante et magnifiée, avivant son désir fou de vivre enfin, non point seulement une passion éthérée, mais une relation dans tous ses aspects, même les plus charnels ? Une vision de la vie faussée chez une jeune fille du XIXe siècle par trop de lectures romanesques, même si Fosca lit tout, y compris les ouvrages militaires, n'est certes pas un thème très nouveau, mais ce qui est intéressant c'est la façon dont elle se cramponne à son rêve. Ainsi se crée-t-elle de toutes pièces un amant dont témoigne cette lettre d'amour qu'elle dicte à Giorgio et qu'elle s'adresse. Mais surtout, elle finit par le faire advenir dans la confusion de plus en plus inextricable du réel et de ses fantasmes. Elle finit par acquérir le statut de femme aimée,
grâce au comportement si fréquent chez les enfants encore dans l'âge de la crédulité, l'enfant qu'elle est restée aux yeux du colonel, de croire que le fait d'énoncer un souhait suffit à l'inscrire dans le réel, de même que les rêves enfantins sont pour l'essentiel de nature compensatoire. Il est évident que la laideur de Fosca et son mal hystérique, mot à la mode au XIXe siècle, comme le souligne le médecin qui l'emploie pour tenter d'expliquer l'état de la jeune femme à Giorgio, sont intrinsèquement liés. Il serait donc intéressant d'analyser l'imbrication de ces deux données, sans que cela n'ôte une once de mystère au personnage. Comme nous l'avons déjà évoqué, ce film, malgré les apparences, n'est pas sans parenté avec Affreux, Sale et Méchant, ne serait-ce que par la prégnance d'un réalisme magique, non pas tellement comme le conçoit un cinéaste comme André Delvaux, où rêve et réalité se mêlent, s'amalgament dans une sorte d'épure mélancolie. Non. Pour Ettore Scola comme pour d'autres cinéastes italiens Federico Fellini, Marco Ferreri, il y a magie par exagération. La laideur de la jeune femme est ainsi hors du commun, et j'avoue avoir cherché en vain des écrits, peu importait leur nature, du roman jusqu'aux témoignages de magazines, de femmes évoquant le caractère irréversible d'un visage qu'elles vivraient comme hideux. Par contre, les textes sont innombrables sur les complexes les plus divers, le sentiment de se sentir moche, mal dans sa peau. Mais c'est quasiment toujours de l'ordre du momentané, comme à l'adolescence, lorsque les métamorphoses du corps sont souvent très mal vécues, ou d'irréparables. Un nouveau-né par exemple est couramment offert à un tout jeune adulte pour fêter sa majorité, à l'heure actuelle, aux États-Unis. C'est dans le témoignage d'un homme, celui du professeur Claude Olivenstein, que j'ai trouvé les propos les plus pertinents sur la laideur en général et en particulier sur celle qui nous intéresse ici, celle de Fosca. Il pose en effet d'emblée qu'il n'y a de certitude que dans la laideur 5 ans. Ainsi notre héroïne ne se définit d'abord que par sa laideur, être laid ou ne pas être, conviction qui ne laisse aucun répit, aucun apaisement, sauf si l'autre par attouchement exprime un désir qui annule, ici et maintenant, le sentiment de la laideur. Cette réflexion fournit, me semble-t-il, un élément d'explication essentiel de la soif charnelle de Fosca, beaucoup plus important que le seul sentiment de frustration. Ainsi ne manque-t-elle aucune occasion de toucher Giorgio, même dans la supplication. Elle lui impose aussi de saisir sa main, lors d'un repas à la table de son cousin, quête d'autant plus désespérée qu'elle sait qu'elle provoque d'abord de la répulsion et s'avoue prête à payer de sa vie même une heure de beauté pour être enfin désirable et désirée. S'inventer le désir du capitaine, c'est aussi apaiser momentanément cette réalité inéluctable, cette torture lancinante et sans fin d'être laide. Claude Olivenstein évoque aussi à ce sujet un terrible sentiment d'injustice contre lequel tous les moyens sont bons, même les plus vils ou immoraux. Le lien de vampirisation apparaît ainsi très nettement à ce propos dans Passion d'amour. La jeune femme meurt heureuse parce que sans le moindre scrupule elle a dévoré, elle s'est abreuvée de la beauté de l'autre. Elle accède au bonheur au prix de la déchéance de son amant, qu'elle refuse de voir ou qu'elle ne peut pas voir, tout en se laissant mourir d'amour pour lui. Une autre réflexion d'Olivenstein, celle d'une névrose de la laideur, qui ne relève d'aucune thérapeutique, nous intéresse dans le cas de notre héroïne en raison bien sûr de ses crises d'hystérie, manifestation comme on le sait, depuis les travaux de J. Breuer et Sigmund Freud, et selon une définition extrêmement générale, d'un sentiment, d'un désir ou d'un traumatisme refoulé qu'il s'agit de faire advenir à la conscience pour faire cesser le symptôme par l'hypnose, dans un premier temps et ensuite l'association d'idées et l'apostrophe. Analyse des rêves. Mais précisément, le sentiment de laideur de Fosca ne relève pas seulement du symptôme, il est par là même inguérissable. Néanmoins, c'est par son cousin que nous apprenons que la jeune fille s'est retrouvée abandonnée, le jour même de ses noces par un individu qui s'est avéré être un escroc. Il s'est enfui avec la dot. C'est alors que la mère de Fosca est morte de chagrin, et que les crises ont commencé. Et ces deux événements, occultés parce qu'insupportables, elle n'en dit rien à Giorgio, sont susceptibles de fournir une piste d'explication de son état. En effet, on peut aisément imaginer que la jeune fille s'est sentie coupable de la mort de sa mère. Très certainement elle ne serait pas tombée dans le piège de ce mariage avec cet aventurier si elle avait été belle. En outre, un être aussi sensible que Fosca l'aide dès l'enfance et de ce fait moins caressé, ce que le colonel présente comme une situation allant de soi, n'a pu que percevoir la blessure narcissique de sa mère, d'avoir une enfant disgracieuse confortant cette dernière dans son irrémédiable exclusion.
Jean-Paul Sartre, dans les mots 51, compte justement ce moment de la prise de conscience maternelle, lorsqu'il rentre de chez le coiffeur, tondu, ou du moins privé de ces belles anglaises qui, écrit-il, avaient permis à ma mère de refuser l'évidence de ma laideur. Et la première réaction de la jeune femme fut de s'enfermer dans sa chambre pour pleurer. Ainsi, dans une optique psychanalytique, ce qui n'invalide en rien les autres approches et laisse au film sa résistance au rationnel, les crises de Fosca pourraient constituer en fait le symptôme d'une terrible culpabilité refoulée au sujet de la mort de sa mère. Du moins n'en parle-t-elle jamais. La jeune Fosca a peut-être déployé avec celle-ci des trésors de gentillesse pour faire oublier qu'elle n'est pas jolie, même si elle sait parfaitement que ça ne peut s'oublier, pour être aimée comme les autres, refoulant certainement des pulsions normales d'agressivité à son égard. Or par ce désolant mariage, elle a mal agi et sa mère en est morte. Et la situation de la jeune fille est d'autant plus invivable que c'est par sa laideur qu'elle a tué sa propre mère. Et c'est peut-être tout ce non-dit qu'elle tente d'expliquer à Giorgio qui dort encore, on l'a vu, lors de cette première nuit passée chastement ensemble, pour laquelle le docteur avait supplié le capitaine de toutes ses forces. Il avait souligné le cas désespéré de Fosca. Cette femme se laisse mourir d'amour pour vous, beau capitaine, et usé aussi d'une flatterie assez ironique sur sa vaillance militaire proposant au jeune homme une image particulièrement valorisante. En effet, lorsqu'il demande à Giorgio si lui le médecin le ferait, ce dernier répond non, évoquant le raffinement du jeune homme beau et sensible, dont lui et ses collègues, êtres frustes et vulgaires, sont dépourvus. La ruse est assez grossière et le propos empreint de moquerie, mais le jeune homme semble ne pas s'en apercevoir. Et l'incompréhension totale du médecin quand Giorgio lui avoue aimer Fosca, « Taisez-vous, je ne vous entends pas », est déjà à l'œuvre. La cousine du colonel n'est pour cet homme qu'un cas pathologique comme on n'en rencontre quasiment jamais, une femme certes, et encore, mais en aucune manière un être dont on peut tomber amoureux. Or dans ce film, ce personnage fait figure de sage, d'être raisonnable, au sens fort du terme, quand il essaie notamment d'éviter le duel par ces mots, « Messieurs, si pour une fois, même entre militaires on faisait appel à l'intelligence, ça ne serait quand même pas si grave. » Mais il ne comprend rien à l'amour de Giorgio pour Fosca, sentiment beaucoup trop insolite, démesuré pour lui. On peut d'ailleurs se demander à quel point le raisonnable ne rejoint pas finalement le conformisme le plus étroit, lorsque le sage ne cesse de répéter au jeune capitaine « Je ne vous comprends pas, je ne vous comprends pas ». Mais une nouvelle approche de l'hystérie proposée par Daniel Siboni, dans Le féminin et la séduction 52, me paraît des plus éclairantes dans le cas de Fosca, surtout pour la construction du récit filmique, dans sa confrontation avec Clara. Selon ce psychanalyste, l'hystérique se retrouve face à une impasse de la traversée de l'entre-deux femmes, se heurtant à l'autre femme, supposée l'avoir spoliée des attributs du féminin. Obsession virtuelle, celle-ci se met à exister en chair et en os, en la personne de Clara, dès lors que Fosca tombe passionnément amoureuse de Giorgio. Privée de sa féminité, la femme hystérique selon Siboni connaît alors le désespoir d'avoir à inventer de toutes pièces l'homme qui la reconnaîtrait. L'hystérique fait l'homme et nous l'avons vu. Il ne semble pas exagéré de dire aussi que Fosca fait effectivement Giorgio, en voulant qu'existe entre eux une brûlante passion. Ainsi, la seconde fois qu'il se voit au château en ruine, en compagnie du colonel et du médecin, le jeune capitaine de retour dans sa chambre en présence de son ordonnance, se montre furieux de s'être laissé attendrir par les supplications de la jeune femme et de lui avoir promis amitié et confiance. Mais sa colère sonne faux comme irréelle et non par quelque maladresse de l'acteur. C'est comme s'il se devait d'être hors de lui, en même temps qu'il est d'emblée ensorcelé par Fosca, confessant à son ordonnance « Je sens une obscure sensation qui m'envahit et qui déjà me fait peur. » Le fantastique est déjà à l'œuvre pour qu'à la simple vue d'une femme certes très laide, il n'ait de solution que la fuite. Il part en exercice 3 jours avec ses hommes. Il est ainsi fasciné et terrorisé parce qu'il devine peut-être lui aussi, chez elle, une sensibilité extrêmement proche de la sienne. Et choisir la fuite, c'est déjà d'une certaine façon renoncer à lutter. En outre, de même qu'une seule morsure vampirique suffit à transformer un être humain et que les bouleversements ne s'observent que par la suite chez la victime, Fosca n'a opéré qu'une seule fois, lors de sa première rencontre avec Giorgio. Passion d'amour est donc aussi le récit désespéré de toutes les tentatives de Barchetti de se libérer de cette morsure première, la seule vue du visage de Fosca.
Celle-ci d'ailleurs, lors de leur 3e rencontre emploie un langage d'amante délaissée. « Tu m'as fait souffrir les supplices de l'enfer », tout à fait inadapté à la nature de la relation qu'elle a nouée avec le capitaine qu'elle ne connaît quasiment pas. Mais la froideur première de Giorgio n'est-elle pas une fois encore aveu d'impuissance, face à la force du désir de la jeune femme, créant seule une passion amoureuse qui sous-entend la réciprocité? Fosca revêt aussi un rôle de puissant démiurge à l'égard du jeune homme, puisqu'elle le révèle à lui-même, certes au prix de l'anéantissement de celui-ci, aspect toutefois secondaire au regard de l'autre enjeu beaucoup plus impératif, sortir de l'impasse de l'entre-deux femmes pour accéder enfin à la féminité et se défaire de l'écrasante image de l'autre, Clara, puisqu'elle a maintenant un visage, elle l'empêchait au sens propre d'exister. Ainsi, lorsque le capitaine justifie son amour pour Fosca en précisant qu'elle a bravé pour lui l'humiliation, ce n'était peut-être pas avant tout pour lui. Et pour mieux écarter l'autre, la jeune femme est obligée de se l'imaginer posant au capitaine de brutales questions. « Elle est grande ?» répète-t-elle à 2 reprises. Et ce dernier réplique avec une intuition étonnamment juste à plusieurs reprises, comme toi, seule réponse qui puisse un peu apaiser Fosca. Puis il n'est pas indifférent que sa seconde question concerne les cheveux. Comment sont ses cheveux? Dans le symbolique féminin et amoureux de ceux-ci, est fort. Fosca, au moment de mourir, souhaite même couper ses cheveux pour les donner à son amant. Puis cela nous renvoie à la première scène d'amour entre Giorgio et Clara, si voluptueuse, dont précisément le plan final est celui de la magnifique chevelure de cette dernière qu'il dénoue doucement. Mais lors de cette première nuit, le jeune homme use du mensonge salvateur et répond à la question anxieuse de Fosca que ses cheveux sont plus beaux, alors qu'ils sont si peu fournis, si maladifs. Et l'extrême connotation féminine de la chevelure apparaît encore plus nettement quand celle-ci est rasée ou même coupée. On songe bien sûr aux femmes tondues à la libération, ainsi marquées, désignées à la vindicte populaire. D'ailleurs le film le plus magnifique à ce sujet est très certainement Hiroshima mon amour, 1959, d'Alain Resnais lorsque l'héroïne raconte à son amant japonais que « le rasoir sur la tête, on a de la bêtise, une intelligence extraordinaire 53 ». Ainsi le trio amoureux est-il constitué par une femme mariée Clara, le capitaine qui en est au début du film follement amoureux et Fosca, laide, malade et seule qui jette son dévolu sur ce dernier. Elle le contamine peu à peu de son mal mystérieux jusqu'à en faire son amant pour une seule nuit dont ils savent pourtant tous deux qu'elle sera fatale à la jeune femme. Dans ces conditions, nous avons vu que toute perspective de mariage est impensable. À cela s'ajoute un autre élément, écartant davantage encore toute perspective matrimoniale, celui d'un certain rapport de gémellité entre Giorgio et Fosca. Ils partagent par exemple une même conception mystique de l'amour. Ils utilisent à peu près les mêmes termes lorsque le jeune homme écrit à Clara qu'elle sera désormais sa religion, et quand Fosca dit à ce dernier qu'elle s'est vouée à lui irrévocablement. D'ailleurs, s'il y a transfusion d'amour, il n'est pas sûr que ce soit avant tout Fosca qui contamine Giorgio. En un sens, par les lettres qu'il envoie à Clara, il atteint aussi la jeune recluse qui détourne à l'intention du jeune capitaine ce que celui-ci écrit à sa belle maîtresse. Autre manifestation de cette gémellité, la gêne, la honte même de Giorgio d'évoquer son bonheur avec Clara. Il précise en voix off « Un amour heureux a quelque chose d'impudique, comme si celui-ci était immérité, suspect ». De même Fosca, dans la nouvelle Héloïse, a souligné cette phrase. Les passions les plus douloureuses procurent une jouissance qui supplée au bonheur, ce que le jeune homme n'a pas manqué de remarquer. Giorgio et Fosca sont d'autant plus exclus de la sphère du mariage, de la maternité et des réalités domestiques que Clara s'y inscrit plus fortement. Le commentaire en voix off lorsqu'il écrit à sa maîtresse. Ce qui me tourmente le plus c'est de penser que tant que j'étais près de toi tu t'abandonnais au bonheur. Je crains maintenant que la solitude n'arrive à renouer dans ton cœur des liens que tu oubliais à mes côtés, semble remise en cause par l'alternance des plans de Giorgio dans le train pleurant doucement à la grande surprise de l'homme d'église qui lui fait face et de ceux de sa jeune maîtresse avec ses invités, son enfant. Et au moment même où le jeune homme, engagé dans une diatribe féministe évoque l'adultère comme la revendication des droits les plus sacrés que la nature a donnés aux femmes, l'image nous montre Clara en train de border tendrement son enfant, ce qui invalide, en soi, le discours tenu. Celui-ci tendrait plutôt à le rapprocher de Fosca dont les propos, mais aussi les manifestations hystériques constituent une révolte permanente contre le sort que la société réserve aux femmes laides qui ont,
en plus, l'impudence de pratiquer l'ironie. D'une autre manière, elle se rapproche également d'un autre exclu du mariage, son cousin, le capitaine. Je ne songe pas seulement bien sûr au lien de parenté, mais à cette solitude extrême qu'ils ont en commun. Ainsi, tout en habitant dans la même demeure, aucun des deux ne peut rien à la solitude de l'autre. Ils partagent aussi le sentiment d'une vie gâchée, d'autant plus intense qu'on comprend tout de suite combien ils étaient empreints d'exigence. Seul le dénouement, pourtant mortel à tous deux, les sépare. Le colonel perd sa vie lors du duel demeurant jusqu'à cet ultime moment. Un militaire aigri tandis que sa cousine meurt aimée et heureuse. Mourir heureuse, c'est vivre, dit-elle à Giorgio lors de leur unique nuit d'amour. 4. Macaroni, 1985. Macaroni présente un trio analogue à celui de la famille, même si la situation est plus complexe, dans la mesure où Antonio, le frère de Maria, s'identifie au jeune Américain aimé avec passion par la jeune femme. Mais cela n'empêche pas cette dernière d'épouser Eugenio, parfaitement au courant de toute l'histoire, d'être heureuse en ménage avec celui-ci et d'avoir enfants et petits-enfants. Le mari semble même honoré de l'amour que cet Américain porte à sa femme, et de toutes les lettres écrites en fait par Antonio, que celui-ci n'a cessé de lui expédier des quatre coins du globe depuis son départ. Il parle même, avec le plus grand naturel de toutes les lettres que vous nous avez écrites, depuis la première de mars 1946 jusqu'à celle de Noël dernier. Expression symptomatique d'un trio amoureux d'un quatuor même, effectivement peu ordinaire. 5. La famille 1987. Dans la famille, Carlo, le narrateur protagoniste dont nous suivons l'itinéraire, de son baptême à ses 80 ans, n'a qu'une véritable passion amoureuse, celle qu'il voue à Adriana destinée à devenir pianiste virtuose. Pourtant, à la suite d'une gifle que cette dernière lui administre, lors de ce qui aurait pu être qu'une querelle d'amoureux sans conséquence, ils se séparent, tandis que l'on retrouve 10 ans plus tard Carlo marié à Béatrice, la sœur cadette d'Adriana, et père de 2 enfants. Mais au-delà du discours banal de la passion émoussée par le quotidien, ou de l'instabilité fort perturbante d'un sentiment trop violent, le choix de Carlo peut aussi s'expliquer simplement par son incapacité de remettre en cause les valeurs patriarcales, par la peur d'une femme artiste qui aurait menacé la supériorité de son statut de professeur d'université, carrière pour laquelle il semble programmé quasiment depuis sa naissance. Puis il aurait été obligé sans doute de quitter l'appartement du quartier Prati, où il est né, ce dont il s'avère incapable. Et le parti pris stylistique de Scola ne fait qu'expliciter cet état d'esprit. La caméra ne bouge pas du logis familial. Carlo apparaît avant tout comme peureux et conformiste, ce qui n'ôte rien au sentiment qui l'unit à Adriana mais ne l'empêche pas d'être très dur à son égard à la fin de leur vie, lorsqu'il lui assène, sans Béatrice, rien n'aurait été possible. Il veut sans doute parler de l'agrandissement de la famille et du facteur d'apaisement qu'elle a constitué au sein de celle-ci. Pourtant Béatrice, par son mariage, a dû faire le deuil de sa carrière de professeur, ce qui n'affecte en rien son époux. Surtout elle a toujours su la passion de Carlo pour sa sœur, ce que tous deux pourtant avaient voulu soigneusement lui cacher. Or elle n'en a jamais parlé, elle l'a accepté parce que justement, à sa tranquille manière elle aimait passionnément Carlo. Par ce silence et l'abandon de toute ambition professionnelle, entre autres, elle seule a donc rendu possible une réussite conjugale incontestable, ce dont Carlo lui sait gré, mais surtout semble-t-il pour blesser Adriana. Ainsi le trio amoureux formé par le protagoniste narrateur et 2 sœurs très unies, ne virent-ils pas le moindre instant au vaudeville, ce que nous aurons l'occasion d'étudier plus longuement. On constate un point commun important avec la situation dépeinte dans Macaroni, par le fait que les personnes violemment aimées vivent loin, à l'étranger, Bob Traven parce qu'il est rentré aux États-Unis et Adriana par ses concerts. À cela s'ajoute donc un autre élément. En effet, cette vie à 2 au quotidien qui n'a pas été a permis à l'amour de rester indemne de toute meurtrissure d'ennui, et au mythe de s'installer de façon tant positive que négative. Nous avons noté les paroles cruelles que Carlo adresse à la grande pianiste, la vieillesse venue. Et de même que l'amour de Maria n'a cessé de se réactiver grâce aux cartes postales et aux lettres de son éternel fiancé, devenu reporter international, celui de Carlo pour Adriana s'est de fait nourri de la présence constante à ses côtés de Béatrice, celle-ci rappelant sans cesse sa sœur à l'homme qu'elles ont aimé toutes les deux.
Mais Macaroni présente une situation potentiellement incestueuse que nous verrons par la suite, absente de la famille. 6. Splendor 1988. Un autre regard sur le mariage impossible nous est proposé par Splendor où nous retrouvons la figure familière du trio, celui que forme Jordan, le propriétaire du cinéma, Chantal, la petite danseuse française devenue ouvreuse par amour de Jordan et Luigi, devenue projectionniste par amour pour Mademoiselle Chantal. Un trio qui communie dans le même culte passionné pour le cinéma, à l'aune duquel tout autre attachement peut sembler périphérique. Le film débute par une minute de silence signifiant la mort du Splendor, comme celle d'un monarque célébré avec dignité et émotion par les trois protagonistes du film. Ils sont assis, seuls dans la salle, un gobelet en plastique à la main tandis que Chantal s'écrie « À la santé du Splendor », formule équivalente à celle qui était employée sous la monarchie lors du décès d'un roi. Le Splendor est mort, vive le Splendor 54. Réel processus de personnification du lieu. Mais la comparaison avec une église que Scola a soulignée à de nombreuses reprises 55 s'impose également, le Splendor apparaissant comme un lieu de culte où se dit la dernière messe, à laquelle ne participent que les trois irréductibles initiés. Il est à noter que ce genre de début n'a rien d'étonnant en raison du grand intérêt que Scola porte aux espaces clos. Ainsi dans le bal, le vieux serveur tire-t-il les rideaux pour que toute l'attention se focalise sur la salle de danse, de même que les domestiques de la riche demeure dans la terrasse préparent avec soin le lieu de réception. Et la façon dont nous découvrons pour la première fois la façade du Splendor est très importante. Elle a été élaborée par le cinéaste avec précision et virtuosité. En effet, Jordan vient d'enlever Chantal, la jeune danseuse française des plus belles et l'emmène immédiatement dans son royaume. La façade qui occupe quelques instants tout l'écran est encore illuminée et les lettres de Cinéma Splendor se détachent d'autant plus que la place est déserte et faiblement éclairée. Les lampadaires s'éteignent, Jordan comme Chantal s'attardent. Il n'aurait sans doute pas une attitude différente face à une magnifique église. D'ailleurs lors du tournage, si le cinéma fut effectivement reconstitué en studio à Incita, la façade est celle d'une église, déconsacrée d'Arpino dans le Latium 56 c'est le Splendor. Pendant son âge d'or, juste après la Seconde Guerre mondiale, le cinéma italien est en plein néo-réalisme comme l'indiquent les deux affiches des films de Vittorio De Sica, celle du voleur de bicyclette, 1948, et de Miracle à Milan, 1950. Et lorsque Chantal s'exclame « J'ai jamais vu un cinéma aussi beau », elle est très certainement sincère, l'englobant dans la féerie de sa rencontre avec Jordan qu'elle raconte beaucoup plus tard à Luigi. Elle insiste en particulier sur la façon dont elle fut foudroyée pendant qu'elle dansait par le regard d'un jeune homme si beau. Ainsi découvrons-nous le Splendor, par le regard amoureux de la jeune Française, ce qui en rehausse encore l'éclat et la magie. En effet, cette perception n'a que faire de l'objectivité et de l'existence dans l'Italie tout entière de milliers de cinémas aussi beaux que le Splendor. Mais c'est ce dernier qui devient immédiatement magique pour Chantal, qui l'ensorcelle. Il devient donc l'unique, comme il l'est pour son propriétaire. Et la métaphore religieuse peut une nouvelle fois être utilisée. Chantal se convertit, se transforme en nouvelle adepte à la seule vue de ce temple, lieu d'un sacré équivalent notamment à celui du catholicisme. À ce propos, l'attitude du prêtre est particulièrement éclairante. Il dénonce d'abord lors de son prêche ce lieu de perdition, cet antre noir du péché qu'est le Splendor, sous-entendant une équivalence entre son église et ce cinéma et de son point de vue, leur inévitable rivalité et même leur impossible coexistence. Il semble ainsi logique que dans la mesure où le cinéma occupe un tel espace, les autres lieux de vie n'apparaissent que fort rarement. Nous avons déjà longuement... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.